Bien, on va commencer. Donc, merci d'avoir bravé la chaleur pour venir jusqu'ici pour cette dernière leçon donc de mon cours de l'année scolaire 2025-2026. Avant de commencer, si vous avez des questions, oui? Dans vos références, oui? Je n'ai pas trouvé le premier article, l'article de Lévy-Leblond. Ah. Dans le tout premier, donc Bacri et Lévy-Leblond. Non, mais celui que Lévy-Leblond a écrit seul et qui figure dans, me semble-t-il, le compte rendu de l'Académie. Oui, ben, il est cité dans le premier. Donc, j'ai repris ici les références que j'ai utilisées directement pour la préparation du cours. C'est clair que sinon, la liste de références serait beaucoup plus longue. Ma deuxième question porte sur les groupes. Sont-ils tous non contacts? Pardon? Les groupes que vous avez exhibés, sont-ils tous non contacts? Alors, sauf le sous-groupe, oui, en général, oui. Oui, ils le sont. Donc, tous les groupes cinématiques le sont. Et le sous-groupe des rotations, évidemment, lui ne l'est pas. Alors, ben justement, parlant des références, j'ai ici une liste mise à jour des références. N'hésitez pas à vous servir. J'ai aussi demandé qu'on mette ça en ligne sur la page web de mon enseignement. Et donc, vous aurez accès au même fichier PDF. Alors, donc je vais terminer mon cours aujourd'hui et je voudrais d'abord terminer le chapitre entamé la semaine passée, à savoir l'étude des propriétés classiques, parce que je me suis borné au classique. Le quantique a été couvert en partie dans des exposés, dans des séminaires. Donc, propriétés des théories caroliennes des champs, donc des théories de champs, des champs invariantes pour le groupe de Carol. Je n'avais pas fini et je voudrais commencer cette dernière leçon par achever ce que j'avais commencé la semaine passée. Donc, je vous rappelle qu'en fait, une relation clé sur laquelle je me suis appesanti, mais que je n'ai pas entièrement démontrée, c'est la relation qui vous donne les crochets de poisson entre la densité d'énergie ou la densité de Hamiltonien, c'est comme ça qu'on y était arrivé, d'une théorie des champs invariante pour le groupe de Carol en des points distincts. Donc c'est le crochet de poisson classique que j'écris comme ça. H, c'est la densité d'énergie. Et donc je travaille toujours au même temps. Donc x et y, c'est des coordonnées d'espace. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est égal à 0. Et ça, c'est vraiment une propriété fondamentale des théories caroliennes. Alors que dans le cas de Minkowski, l'invariance de Poincaré, on aurait dans le membre de droite, pas 0, mais une expression un peu plus compliquée, qui est hk de x plus hk de y, dérivée de la fonction, entre guillemets, fonction delta, par rapport à xk. D'accord, donc ça c'est la relation dans la théorie de Poincaré. Et la théorie de Carol, c'est plus simple, c'est 0. Ça commute en des points distincts. Alors, comme c'est une relation importante, je voudrais donner une démonstration complète de cette relation. Je vous ai dit que dans le cas de Poincaré, donc en fait, Dirac et Schwinger étaient arrivés à cette relation en imposant la condition que la théorie soit invariante par Poincaré. Donc c'était à une époque où l'algèbre des courants était très populaire. La densité d'énergie, la densité d'impulsion, donc c'est ceci, font partie d'un courant, le tenseur d'énergie-impulsion. Et donc ils se sont posés naturellement la question quelles sont les relations de commutation entre les composantes de ces courants. Et en imposant l'invariance relativiste, on peut montrer cette relation. Et donc ici, je vais imposer l'invariance carolienne et montrer la relation plus simple ici. Et je vais suivre la démarche de Schwinger. Donc Dirac l'a fait d'une certaine manière et Schwinger l'a fait d'une autre manière qui est en un sens plus physique. C'est-à-dire que lui est arrivé à ces relations de commutation ou de ces crochets de poisson en disant si la théorie est invariante de Poincaré, on peut la coupler à la gravitation. Et le couplage à la gravitation impose des conditions de cohérence.
que je vais rappeler dans le cas carolien, et ces conditions de cohérence ne seront remplies que si cette relation de commutation est satisfaite. Donc je vais reprendre le raisonnement, mais dans le cas carolien, et vous montrer comment on arrive à cette relation dans le cas carolien. Donc là, je serai un peu plus détaillé. Mais avant de pouvoir parler des crochets de poisson et de l'algèbre, il faut que je parle un petit peu plus de la signification de H et de HK. Donc H, en théorie de Poincaré, c'est la densité d'énergie, HK, c'est la densité d'impulsion. Donc je voudrais parler d'énergie et d'impulsion en théorie carolienne, plus précisément du tenseur d'énergie-impulsion en théorie carolienne. Il y a plusieurs manières de le définir. La manière que je vais suivre, qui est la manière physique et utilisée par Schwinger dans son raisonnement, c'est de dire le tenseur d'énergie-impulsion, c'est la source du champ de gravitation. Le champ de gravitation obéit à des équations d'Einstein, dans le cas de la théorie d'Einstein, des équations, disons, d'Einstein-Carroll, appelons-les comme ça, pour la gravitation carolienne. Dans le vide, ces équations prennent une certaine forme. En présence de matière, en présence d'énergie et d'impulsion, elles sont modifiées, et la source, donc au lieu d'avoir un membre de droite qui est égal à 0, disons ça comme ça, on a un membre de droite qui est lié aux propriétés de la matière, c'est le tenseur d'énergie de la matière et d'impulsion de la matière. Donc une manière de définir l'énergie-impulsion d'un système, c'est de le coupler à la gravitation et de calculer les variations de l'action couplée à la gravitation par rapport aux champs qui décrivent la gravitation. Donc en fait, en théorie de Poincaré, la manière dont on définit le tenseur d'énergie-impulsion, on écrit l'action de la matière, donc je vais écrire la matière, je vais la symboliser par phi. Donc, on connaît l'action en théorie de Poincaré, on couple à la gravitation, donc ça revient à remplacer la métrique de Poincaré par la métrique courbe. Donc on va avoir une action qui va dépendre des champs de matière que j'appelle phi et de la métrique. Et le tenseur d'énergie-impulsion est défini, il y a un facteur 2 qui se met, comme la variation de l'action de la matière par rapport à la métrique. Et puis on peut se placer dans l'espace plat si on veut à l'expression du T alpha bêta dans l'espace plat. Donc ça c'est pour Poincaré. Enfin, pour la théorie d'Einstein basée localement sur le groupe de Poincaré. Dans le cas de Carroll, on a une action qui va dépendre du champ des champs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coupler ces champs, on va introduire la gravitation. Et donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est remplacer la métrique dégénérée de Carroll plate par la métrique de l'espace-temps. Et on a aussi la normale, mais je vous ai montré que la normale, elle est déterminée par la métrique à un facteur de normalisation près. Et donc, de manière équivalente, on peut voir cette normalisation comme une fixation du volume que j'ai appelée oméga. Et donc, par exemple, si je pars de l'action plate, prenons un champ scalaire, d4x, n alpha, d alpha. Donc, on a vu que l'action dans la version électrique, c'était dt phi carré. Ça devient, quand je couple à la gravitation, dt c'est n alpha d alpha phi au carré, et puis il faut que ce soit une densité fois l'élément de volume. Et donc, n alpha, bien entendu, dépend de oméga et de la métrique, puisque n alpha est déterminé par la condition que c'est un vecteur nul et le volume doit être égal à oméga, donc ça fixe la normalisation. Donc ça, je n'écris pas. Mais donc, ce qui veut dire que vous allez avoir une action matérielle qui dépend du champ matériel, mais aussi de la métrique et de oméga. Et dans les équations d'Einstein-Carroll, donc les équations qui contraignent le champ de gravitation, vous allez avoir comme source quelque chose qui vient de la matière, et on va appeler ça le tenseur d'énergie-impulsion. Donc je vais procéder de cette manière-là pour définir le tenseur d'énergie-impulsion. Je vais ensuite parler d'une autre manière de faire qui est basée sur le théorème de Noether, et je vous dirai quel est le lien entre les deux. Alors, donc,
je vais définir en fait la dérivée variation. Donc ici on a deux variables. Donc en un sens, la gravitation carolienne est plus compliquée que la gravitation einsteinienne parce qu'on a deux champs, mais celui-ci n'est pas indépendant, il y a la condition de déterminant doit être égale à 0. Alors je vais définir deux objets, de la dérivée de l'air Lagrange, donc ça j'appelle ça le Lagrangien de la matière, par rapport à oméga, et j'appelle ça P. Et puis je vais définir 1 sur oméga, dérivée de l'air Lagrange de phi par rapport à G alpha bêta. J'appelle ça S alpha bêta. Ce n'est pas encore le tenseur d'énergie-impulsion. Il faut regarder les lois de conservation pour déterminer le tenseur d'énergie-impulsion. Mais première difficulté, c'est que comme la métrique n'a pas 10 composantes indépendantes, il y a une contrainte. Les dérivés, donc en fait, le fait que la métrique est de déterminant nul, ça implique en fait que les variations, en fait, il suffit de varier les variations de la métrique vont être soumises à la condition suivante. Une manière de voir ça, c'est de prendre cette condition-ci et la varier. Vous aurez delta G alpha bêta n bêta plus G alpha bêta delta n bêta égale à 0. Si vous prenez une contraction supplémentaire par rapport à n, vous obtiendrez ce que j'ai écrit là. Donc les variations de la métrique ne sont pas indépendantes. Donc j'ai écrit ça comme si c'était indépendant, mais ce n'est pas tout à fait indépendant. Et comme il y a une contrainte, ça veut dire qu'en fait, cette dérivée ici est déterminée à un multiple de n alpha n bêta près. Donc en d'autres termes, si je place dans un système de coordonnées où la seule composante non nulle de la normale, c'est 0, la composante S00 de ceci n'est pas bien définie, enfin est arbitraire. Alors on peut se débarrasser de cette ambiguïté en abaissant un indice avec la métrique, puisque ça annule n, et donc on va considérer S alpha bêta, et on a aussi P. Alors oui, j'ai divisé par oméga ici pour avoir quelque chose qui n'a pas de poids de densité. Ici, comme on dérive par rapport à oméga, il n'y a pas de poids de densité non plus. Alors, ici j'ai une composante. Et là, j'en ai, évidemment, si j'ai abaissé l'indice, automatiquement, ceci va obéir à la condition n bêta égale à 0. Donc toutes les composantes ne sont pas indépendantes de S. Enfin, il y a des composantes nulles. Donc si en fait je travaille dans un système de coordonnées à nouveau où seule la composante 0 de n est différente de 0, vous voyez que vous allez avoir S00 égale à 0, K0 égale à 0, ça c'est par construction. Donc vous aurez des composantes non nulles S0K, ça en fait 3, et puis S, disons KL. Mais là on sait que c'est symétrique si on élève, ça c'est la métrique spatiale qui est inversible. Donc là, comme c'est un tenseur symétrique, ça c'est, on dérive par rapport à un objet symétrique, donc c'est symétrique. Donc ici j'en ai 3 aussi de composantes. 6. Donc au total, j'en ai 9 ici indépendantes, et là j'en ai une, donc j'ai 10 composantes indépendantes, mais vous voyez que ça se casse de cette manière-là. Donc c'est un peu moins élégant qu'en théorie d'Einstein. Alors, quel est le lien entre ça et le tenseur d'énergie, entre la densité d'énergie qu'on a calculée par les méthodes hamiltoniennes et la densité d'impulsion, que je n'ai pas vraiment calculée, mais je vous ai donné une expression. Pour le voir, on va utiliser les identités de Bianchi, donc les lois de conservation, qui dans ce cas-ci donnent, on va calculer. Donc en fait, une fois qu'on a couplé à la gravitation, c'est ça qui est. L'action qu'on a écrite ici est invariante par changement de coordonnées, par difféomorphisme. En particulier aussi, elle est invariante pour tous les difféomorphismes qui s'annulent au bord. Je dis ça parce qu'on va faire des intégrations par partie dans une seconde, et donc je vais pouvoir intégrer par partie comme je veux. Donc je vais utiliser l'invariance de cette action pour les changements de coordonnées qui sont nuls au bord. Bon, alors qu'est-ce que ça me dit? Donc si je fais une transformation de coordonnées,
il y a plusieurs choses qui vont changer. Le champ, enfin, il y a toutes ces variables-là, se transforment d'une certaine manière pour les changements de coordonnées. Il y aura un terme qui dépend des variations du champ et qui sera multiplié par les dérivées de l'aire Lagrange par rapport à ce champ. Je vais supposer que les équations du champ sont satisfaites. Donc, en d'autres termes, par exemple ici, les dérivées secondes de phi sont égales à 0. Donc, la contribution des variations du champ à la variation de l'action, quand ces équations sont satisfaites, est égale à 0. Donc, je vais juste me focaliser sur la contribution à la variation de l'action qui vient de G alpha bêta et de oméga. Donc, ce que je sais, c'est que delta S est égal à 0 pour... Alors, je vais juste écrire la variation de la métrique et de oméga. Alors, ça, c'est la dérivée de Lie. Quand on fait une transformation de coordonnées, les objets changent par leur dérivée de Lie. Et la dérivée de Lie de oméga, c'est une densité, donc c'est juste xi mu oméga virgule mu. Alors là, c'est un peu plus long. C'est xi mu, il y a d'abord le terme de dérivée ordinaire, et puis il y a des termes qui tiennent compte du fait que G est un tenseur. Donc c'est xi mu alpha G mu bêta plus xi mu bêta G alpha mu. Donc ce que je sais, c'est que si je fais une transformation comme ceci, la variation de l'action est égale à 0, pour autant, comme je l'ai expliqué, que j'utilise les équations du mouvement de la matière. Sinon, il y aura une contribution supplémentaire, je dois vous dire comment se transforme la matière. Bien, alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique ce qu'on appelle les lois de conservation. Mais on va voir qu'elles sont un peu plus compliquées parce qu'on a deux objets qui apparaissent en même temps. Donc faisons le calcul. Donc je vais avoir delta S est égal à la variation de S par rapport à oméga. Donc ça va être les dérivées de l'aire Lagrange. Donc j'intègre par partie librement de L par rapport à oméga fois xi mu oméga virgule mu. Donc ça c'est ce que j'ai appelé P. Donc c'est la variation de l'action matérielle. Plus et cette expression-ci. Alors, c'est vrai pour tout xi qui s'annule au bord, donc je vais intégrer par partie pour me ramener à une expression qui est xi mu fois quelque chose. Donc, j'intègre par partie pour faire porter le mu ici. Donc, je vais avoir P oméga, P virgule mu, pardon, avec un signe moins, xi mu oméga. Donc, xi mu, je l'ai déjà écrit, oméga. Alors là, je ne dois pas intégrer par partie. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé S alpha bêta, G alpha bêta mu. Et là, je dois intégrer par partie et je vais changer les noms des indices. Et donc, je vais certainement me tromper au tableau. Donc ça, c'est S alpha bêta. Donc j'ai envie que... non, xi mu, c'est bon, on a xi mu partout. Donc j'intègre par partie. Donc c'est S alpha bêta G mu bêta virgule alpha. Et comme c'est symétrique, je l'obtiens deux fois. Et donc ce que je sais, c'est que ceci est égal à 0. L'action est invariante par changement de coordonnées, quel que soit xi mu. Donc puisque ça doit être quel que soit xi mu qui est pas complètement arbitraire, sauf qu'il est nul au bord, ça, il y a un D4x que je n'ai pas écrit, mais nulle part. Donc voilà, c'est contenu dans le signe intégral. Ça veut dire que le coefficient doit être nul aussi. Et donc j'obtiens une loi qui me dit que moins P mu
plus S alpha bêta, G alpha bêta mu moins 2. Il y avait un oméga que j'ai dû... qu'est-ce que j'ai dit que c'est? Oui, c'est oméga S alpha. Ceci, c'est oméga fois ça. Hein. Et donc là, et puis je divise par oméga, donc ça fait moins 2, 1 sur oméga, S. Ça abaisse l'indice, hein. Donc c'est S alpha mu. Zéro. Et donc on est presque à la loi de conservation. En fait, dans le cas de Einstein, ce qu'on obtient, dans le cas de la théorie d'Einstein, on n'obtient pas une dérivée, on obtient que la divergence covariante du tenseur d'impulsion de la matière est égale à 0. Et donc il y a des termes qui contiennent les gammas de Christoffel, qui ont leur analogue ici, et là dans la dérivée de oméga. Mais donc ce qu'on fait, c'est pour avoir une loi de conservation, on va se placer dans l'espace de Carroll plat, où là, il n'y a pas de matière qui contribue à des flux. Et donc, dans plat, donc si je fais maintenant G alpha bêta égale, alors j'avais appelé la semaine passée la métrique de Carroll plate, θ alpha bêta, hein, donc ça c'était... Donc je me place maintenant, on se place dans Carroll plat. Donc là, on aura une vraie loi de conservation, il n'y a pas d'échange avec la gravitation. Donc ça revient à faire G alpha bêta et la métrique plate de Carroll. Et puis on fait oméga égale à 1. Donc dans ce cas-là, vous voyez que ça simplifie. Et je peux écrire cette relation-là, en changeant le signe, comme une loi de conservation. T alpha mu virgule alpha égale à 0, où T alpha mu est égal à, j'ai cette partie-là, 2S alpha mu plus P delta alpha mu. Et donc la loi de conservation faisant intervenir ceci, en fait c'est ça le tenseur d'énergie-impulsion dans le cas de la théorie carolienne. En tout cas, si on pense à ce tenseur d'énergie-impulsion comme lié aux variations de l'action par rapport au champ de gravitation carolien. Alors, si je regarde ceci, donc ça c'est la loi de conservation, et c'est une loi de conservation stricte, parce que je me suis placé dans l'espace de Carroll plat. Sinon, il y a des termes supplémentaires qui viennent de ceci, et qui viennent de la dérivée de oméga. Une fois que je me mets, donc si je suppose que le champ de gravitation est trivial, c'est ça. Et donc en particulier, vous voyez qu'il y a plusieurs propriétés intéressantes. Tout d'abord, si je regarde le flux d'énergie, donc c'était à 0. Ben vous voyez qu'il il se réduit à ceci, SA0, et on a vu que, quelque part, c'était égal à 0. Par contre, les autres composantes ne sont pas nulles, et donc il peut y avoir un flux d'impulsion qui sera lui donné par une densité d'impulsion d'abord, qui sera donnée par T 0K. Et puis on a une densité d'énergie qui sera T00, et puis on a aussi un flux d'impulsion qui sera TAM. Alors vous voyez aussi que les composantes purement spatiales, comme ça c'est symétrique et que ça c'est symétrique, vont être symétriques. Donc on a bien 6 composantes purement spatiales, et puis des densités d'énergie-impulsion, donc 4 en plus, ça fait 10 composantes au total, comme en théorie d'Einstein. Et on a 10 équations d'Einstein, enfin analogues d'Einstein, Einstein-Carroll, donc pour ça c'est bon. Alors, on peut dire d'autres choses sur le tenseur d'énergie-impulsion. D'abord, on peut le calculer peut-être pour les théories qu'on connaît.
Et si on fait le calcul, donc je ne vais peut-être pas le faire en détail, mais par exemple pour le champ scalaire électrique, on trouve que T00, donc champ scalaire. Je vous laisse faire ça comme exercice. Vous allez voir que l'exercice est un peu embêtant, et je vais tout de suite dire pourquoi. Donc champ scalaire électrique, donc pour cette action ici, si vous calculez le tenseur d'énergie-impulsion, avec mes conventions de signes, donc c'est parce que j'ai un indice au-dessus et en dessous, T00 c'est moins 1,5 dt de phi au carré. Donc c'est moins T00 qui est réellement la densité d'énergie. Le flux, pardon, la densité d'impulsion est donnée par moins dA phi point. Donc on va mettre exercice. Vous avez tout ce qu'il faut pour calculer. Hein. Vous avez la formule, et vous avez ce que c'est, vous avez l'action. Donc TA0, comme on l'a vu, est égal à 0. Et TAB est égal à 1,5 phi point carré delta AB. Vous pouvez aussi faire l'exercice pour le champ scalaire magnétique. Vous trouverez d'autres expressions. Mais le calcul est un peu laborieux et un peu... Enfin, ce n'est pas super compliqué, mais c'est quand même un peu embêtant parce qu'en fait, on doit varier par rapport à des objets qui sont contraints. Donc, c'est un peu embêtant de ne pas avoir des variables complètement indépendantes. Alors, il y a deux manières d'échapper à, disons, c'est pas une grosse difficulté, mais quand même, c'est un peu embêtant. Il y a moyen d'échapper à ça. Il y a deux manières. Soit on paramétrise la métrique directement à partir de 9 variables indépendantes, et on varie par rapport à ces 9 variables indépendantes sans se poser de questions, ou bien on utilise ce qu'on appelle le formalisme des... alors je vais utiliser une vieille terminologie qui remonte à Cartan parce que c'est l'analogue, des repères mobiles, qu'on appelle aussi tétrades ou Wilbein. Mais donc c'est les repères mobiles dans le cas carolien. Donc je vais faire ça après, mais d'abord, il y a une première manière de procéder, comme je vous ai dit, c'est de garder oméga et G alpha bêta, mais de paramétriser G alpha bêta directement en termes de 9 variables indépendantes. Donc ça, c'est les définitions générales. Bon, on a la loi de conservation, donc ceci, j'en ai plus besoin. Et quelles sont ces définitions générales ? Cette paramétrisation générale. En fait, c'est une paramétrisation qui est très utile quand on passe à l'hamiltonien, par exemple. On introduit directement le laps et le shift. Et donc, en fait, une métrique dégénérée peut s'écrire en fonction de la métrique d'espace et des composantes G0A, que j'appelle NA. Et en fait, pour que le déterminant soit égal à 0, ici, il faut mettre NA, NA. Donc ceci est une manière de paramétriser les 10 composantes de la métrique en fonction des 6 composantes spatiales et des 3 composantes mixtes G0A. La composante G00 est complètement fixée par la condition de déterminant. Et donc c'est une paramétrisation intéressante. Et puis pour oméga, il est utile, mais ça, ce n'est pas essentiel, mais dans la même ligne d'idée, d'introduire ce qu'on appelle le laps, parce que dans une décomposition d'espace-temps, ça correspondra à la fonction de laps, fois la racine, c'est une densité, donc on a celle-là ici, fois racine de G. Et donc, là, au lieu de travailler avec G alpha bêta contraint et oméga, on travaille avec GAB. Alors, il est commode en fait de travailler avec NA où l'indice est élevé à l'aide de la métrique inverse spatiale qui elle est bien définie et N. Et alors, ce qui est très commode, c'est que dans cette paramétrisation, la densité d'énergie, par exemple, qui a ici 2 contributions, on peut montrer que c'est juste la dérivée variationnelle par rapport à N. Et donc, la densité d'énergie, donc la source de l'équation 0,0 de
d'Einstein, enfin d'Einstein-Carroll, ça va être juste delta L sur delta N. Donc ça va être ce qui va multiplier le laps dans le Lagrangien. Donc ça, en un sens, c'est à nouveau quelque chose que vous pouvez faire comme exercice. C'est juste un exercice sur les dérivés, sur savoir comment les dérivés se comportent par changement de variable. Hein, je veux écrire les dérivés par rapport au G alpha beta et à phi en termes de dérivés par rapport à N, NA et GAB. Hein, c'est juste, vous avez 10 variables d'un côté et indépendantes 10 de l'autre, c'est un changement de variable, c'est la règle de Leibniz qui vous dit comment faire. Je ne vais pas le faire ici au tableau. Mais donc, en particulier, si vous faites ça, vous verrez que certaines choses se simplifient et que la densité d'énergie, c'est juste la dérivée par rapport à ce qu'on appelle la fonction de Laps. Vous pouvez montrer que la densité d'impulsion va être la dérivée par rapport au vecteur de déplacement, au vecteur de shift NA. Et donc, c'est plus facile de directement dériver par rapport à les variables qui apparaissent directement quand on a utilisé cette paramétrisation. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, et je reviens à mon problème de départ, ça veut dire la chose suivante, c'est que, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc je vous avais expliqué la structure, en fait c'est à partir de la formulation hamiltonienne de la gravitation qu'on avait dérivé la gravitation carolienne. Et donc on avait la structure suivante, et c'est en fait les mêmes N et NA, on n'avait que S pour la théorie. Donc je vous rappelle, hein, ça c'est, je l'avais dit la fois passée, bon, je n'ai pas démontré, mais je le redis, c'était assez intuitif j'espère, donc c'était l'intégrale sur d4x de la partie cinétique moins n h gravitation, donc si je regarde la gravitation pure, je vais mettre ça ici, moins n h k gravitation. Et donc, je vous avais dit, et à G, on avait une expression, donc dans la version électrique, c'était juste G, AB, CD, puis AB, puis CD, et HK, c'était moins 2 pi. K, pardon, J. Bon, donc ça c'était ce qu'on avait vu, et je vous avais dit, il y a des contraintes, ceci, il y a des équations de contraintes, je vais mettre ça ici, qui vous disent que ça doit être égal à 0, c'est les équations d'Einstein-Carroll. Donc ceci, c'est la composante qu'on obtient en variant par rapport à n, et ça, c'est les composantes qu'on obtient en variant par l'action par rapport à NA. D'accord? Et on voit bien qu'effectivement, ça apparaît linéairement, donc si je demande que l'action soit extrémum par rapport à ces variables, j'obtiens ces contraintes. Donc ça, je l'avais rapidement expliqué la semaine passée, et puis j'avais dit, ces contraintes, une condition de cohérence, et ces conditions de cohérence sont bien sûr satisfaites, c'est qu'elles soient de première classe, et donc en particulier que quand je calcule les crochets de Poisson des contraintes entre elles, je retrouve quelque chose qui est égal à 0 en vertu des contraintes. Et un calcul qui est particulièrement simple à faire, c'est que si je calcule Hg de x, Hg de y, j'obtiens 0. Parce que, essentiellement, tout est calculé au même point. Donc on calcule le commutateur de la même fonction avec elle-même en chaque point, donc ça fait 0. Donc, on a ça. Alors, ça c'était pour la gravitation pure. Maintenant, on couple à la matière. Quand on va coupler à la matière, on va avoir les degrés de liberté de la matière qui vont apparaître, que symboliquement j'écris comme ça. Il y aura la matière et les moments conjugués. Et la matière va se coupler au champ de gravitation et donc va modifier les équations du champ de gravitation. Et en particulier, elle va modifier les contraintes. Comment va-t-elle modifier les contraintes? Ça, c'est l'action, c'est ce qu'on obtient en variant par rapport à n. Et je vous ai dit, mais ça, c'est juste le tenseur d'énergie et l'impulsion 0,0, la composante 0,0 de la matière. Donc on va peut-être écrire plus la densité d'énergie.
je vais même plutôt l'écrire comme ça, densité d'énergie, mais de la matière, donc de phi. Donc je vais donner un nom à la densité d'énergie, parce qu'on l'avait déjà appelé comme ça, donc je vais l'appeler H de phi. Il y a peut-être un facteur 1 sur racine de G, mais je ne suis pas trop précis en ce qui concerne les facteurs numériques. Ça ne joue pas dans le raisonnement qualitatif que je vais donner. Et puis pareil ici, la matière se couple à la gravitation, va sourcer l'équation qui était avant ceci égale à 0, mais au lieu d'avoir ça est égal à 0, on va voir que ça plus est égal à la source matérielle, enfin voilà, la composante correspondante du tenseur d'énergie-impulsion. Donc c'est la composante qui multiplie NK, donc ceci va être multiplié plus H de la matière, et ceci va être remplacé par la source matérielle. Donc on va avoir quelque chose ici. Alors, on sait que le couplage à la gravitation est cohérent. Enfin, on demande qu'il soit cohérent si on ne le savait pas. Il faut qu'il le soit en tout cas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces contraintes doivent rester de première classe, doivent continuer à avoir la propriété, mais lorsqu'on les modifie, que lorsque je calcule le commutateur de ces contraintes entre elles, j'obtiens 0. Alors, la seule manière de garder 0, sachant déjà que pour la partie gravitationnelle toute seule, j'ai 0, c'est que lorsque j'ajoute la partie matérielle, par exemple, donc si je regarde celle-ci, ça reste 0. Parce que ce que je peux avoir, sachant que ça, avec ça, c'est 0, c'est des contributions qui font intervenir la matière. Mais les contributions qui font intervenir la matière ne peuvent pas être 0 toutes seules. Il y a pas, je suppose que ma matière est non contrainte. Donc, il faut garder cette propriété. Alors, vous allez dire, pour avoir cette propriété, il y a d'abord ça qui est égal à 0, puis je vais avoir les termes croisés, et puis je vais avoir un terme qui est matière avec matière. Alors, les termes croisés, et donc ça, c'est des hypothèses assez générales qui ont été faites par Schwing. Enfin, il faut le faire déjà pour la gravitation avant de passer à Carroll. Les termes croisés, on peut montrer qu'ils sont nuls sous des hypothèses très générales, parce qu'il faut intervenir la métrique non dérivée, essentiellement. Et donc, pour le champ scalaire, c'est vrai, pour le champ électromagnétique, c'est vrai, pour les P-formes, c'est vrai. Pour les champs de high spin, de spin élevé, on ne sait de toute façon pas coupler complètement à la gravitation, donc là on ne sait pas. Mais donc pour les champs qu'on sait coupler à la gravitation, cette hypothèse est remplie qu'il n'y a que la métrique qui apparaît là-dedans, pas les dérivés de la métrique, pas le moment conjugué, et donc on peut montrer que ça commute, c'est égal à 0. Et donc la seule chose à laquelle ça se réduit, ceci, c'est h phi de x, h phi de y. Et donc la condition de cohérence du couplage à la gravitation, c'est que la densité d'énergie en des points distincts soit égale à 0. Dans le cas considéré par Schwinger et Dirac, on n'a pas 0 ici, on a la densité d'impulsion, et donc il faut que la densité d'impulsion de la matière apparaisse, si on veut garder la cohérence. Et donc c'est une manière de dériver ces relations que j'appelle de commutation, même si c'est classique, ces crochets de poisson classiques ici, qui doivent être égales à 0 pour Carroll. Ça garantit la cohérence du couplage à la gravitation, ou inversement, si on sait qu'il est cohérent, ça découle de la cohérence du couplage à la gravitation. Et donc, ça nous donne des contraintes sur les composantes du tenseur d'énergie-impulsion en des points distincts. Alors, parfois, c'est un critère qui est plus compliqué. Si on n'a pas des techniques d'approche covariante, c'est un critère qui est plus simple. C'est bon d'avoir toutes les armes, si je puis dire, à sa disposition pour construire des théories des champs invariantes de Carroll. Si on a le calcul tensoriel et que les choses peuvent être appliquées, tant mieux. Si on ne l'a pas, on utilise ça, c'est une autre manière de procéder. Donc en fait, je vous donne ici différentes manières de construire des théories des champs invariantes de Carroll. Mais une manière, c'est de construire une densité d'énergie qui commute en des points distincts. C'est assez...
La densité d'impulsion, elle prend toujours la même forme parce que c'est le générateur des translations d'espace et donc ça c'est cinématique, c'est purement cinématique. Donc ce qui est compliqué, c'est la densité d'énergie parce que c'est elle qui détermine la dynamique. Mais l'important, si on arrive à construire des densités d'énergie qui possèdent la propriété que leur crochet de Poisson c'est nul, on sait qu'on peut construire immédiatement une théorie qui est invariante de Carroll, même si l'invariance de Carroll n'apparaît pas de manière manifeste. En fait, en hamiltonien, elle apparaît puisque des charges de Noether sont données par ça, donc c'est les générateurs. Bien. Alors, je voudrais encore dire une chose sur le tenseur d'énergie-impulsion parce que c'est important en fait quand on va parler des champs spinoriels, ce que je vais faire dans quelques minutes, c'est introduire ce qu'on appelle les repères mobiles. Caroliens. Bon, je vais effacer. Est-ce qu'il y a d'abord des questions sur ce que je viens d'expliquer ? Donc, s'il n'y a pas de questions, j'efface. Donc, je voudrais. Alors, il y a plusieurs motivations pour le faire. D'abord, c'est un outil qui est extrêmement utile à bien des égards, qui est même nécessaire si on veut parler de champs spinoriels. Ça remonte à Cartan, donc ça a une belle histoire aussi. Et c'est l'introduction de ce qu'on appelle les repères mobiles, et je vais le faire directement dans le cas carolien. Et ça permet aussi d'avoir encore une autre expression du tenseur d'énergie-impulsion. Ah oui, peut-être avant, j'aurais voulu dériver le tenseur. Bon, comme c'est un objet important, le tenseur d'énergie-impulsion, je voudrais quand même encore le dériver d'une autre manière, qui est la méthode de Noether. Ce qui permet d'illustrer certaines de ses propriétés et de comprendre certaines de ses propriétés. Donc je vais garder cette page. Je vais mettre quelque chose là. En fait, le tenseur d'énergie-impulsion, on peut le définir, et c'est ce qu'on appelle la méthode canonique, par la méthode de Noether. Qui utilise l'invariance par translation et par toutes les transformations de Carroll, mais donc en particulier les translations. Donc vous savez que le théorème de Noether nous dit que si on a une théorie dont le Lagrangien est invariant pour certaines transformations, automatiquement on a une loi de conservation et on peut écrire explicitement la quantité correspondante conservée. Je vais appliquer ça pour Carroll. Après tout, une théorie invariante pour Carroll, ça a un groupe de symétrie à 10 paramètres. Et donc on a 10 objets, enfin une loi de conservation qui fait intervenir 10 objets qui sont en fait les composantes du tenseur d'énergie-impulsion, construits par les méthodes canoniques. Et puis je comparerai avec ce que j'ai, la manière dont j'y suis arrivé, qui était par couplage à la gravitation. Alors, à nouveau, je vais me placer dans le cas le plus simple, où j'ai un champ scalaire. Et donc, il est invariant pour Carroll. Ça veut dire que si je fais la transformation où je transforme le champ par la dérivée de Lie selon un des vecteurs de symétrie de Carroll, donc 10 vecteurs de Carroll, l'action est invariante. Donc le Lagrangien se transforme à une dérivée totale près. Donc delta L, ça va être, bon, si c'est invariant, c'est une densité, donc ça va être L xi mu mu, mais d'autre part, ça va être aussi dl sur d phi delta phi, plus dl sur d alpha phi delta d alpha phi. Donc je suppose que mon Lagrangien dépend uniquement des dérivés des champs et de leurs dérivées premières. Ça, c'est la variation du Lagrangien, et je sais qu'elle est égale
à une dérivée totale près, de telle sorte que lorsque j'intègre, j'obtiens 0. En fait, ça, c'est la loi de transformation d'une densité, comme je l'avais rappelé tout à l'heure. Alors, ceci, on va l'écrire comme la dérivée de l'aire Lagrange par rapport à phi delta phi, plus, donc je mets un d alpha ici, plus d alpha dl delta phi. Et donc ce que je sais, c'est que ça, c'est égal à L, et je vais l'écrire xi alpha, virgule alpha. Et donc quand les équations du mouvement sont satisfaites, on en tire une loi de conservation qui est, donc ça c'est le théorème de Noether, hein, dl sur d de d alpha phi delta phi moins L xi alpha est égal à 0. Modulo les équations du mouvement. Donc c'est un 0. Et donc on a qu'un courant est conservé, et donc on a automatiquement une quantité, une loi de conservation. Et on a autant de lois de conservation qu'il y aura de xi possibles, et j'en ai ici, les xi dépendent de 10 paramètres. Les 10, je vais appeler ça les vecteurs de Killing, de la structure carolienne, donc les vecteurs d'invariance de la structure carolienne. Donc pour chacun des vecteurs, j'ai une loi de conservation. Alors on a les translations d'espace-temps. Donc si je prends xi alpha égale à une constante, dans ce cas-là, la variation de phi, c'est la dérivée de l'i, c'est juste le gradient dans la direction de A. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir comme loi de conservation? D alpha de, alors il ne faut pas se tromper dans les indices, dl sur d de d alpha phi, je vais mettre un d mu phi, moins L delta alpha mu A alpha, A mu sans doute, oui pardon, égal à 0. Donc ça c'est constant, hein, donc je peux le laisser tomber. Et donc vous voyez, ça c'est en fait le tenseur d'énergie-impulsion canonique. Et donc on va lui donner un nom, T alpha mu. Et donc vous voyez que pour chaque valeur de mu, j'ai un courant conservé. Et lorsque alpha est égal à... voilà. Je vais juste inverser les indices par rapport à... Mais c'est pas grave. Alors, ça c'est les 4... Alors vous pouvez poser la question, ce tenseur d'énergie-impulsion, par rapport à celui que j'ai défini en couplant à la métrique, est-ce que c'est le même? Bon, alors la réponse est, cette loi de conservation en fait ne détermine T alpha mu que à ce qu'on appelle un superpotentiel près. C'est-à-dire que si j'ajoute ici un D, alors comment je vais l'écrire, lambda de S alpha lambda mu, où ceci est antisymétrique, mais vous voyez que dans la loi de conservation, ça disparaît. C'est ce qu'on appelle des superpotentiels ou des prépotentiels ou je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, voilà. Donc il y a une ambiguïté. Le théorème de Noether ne vous donne pas complètement la quantité conservée. Il y a une ambiguïté qui reste. Et on peut montrer qu'en choisissant bien cette ambiguïté, le tenseur canonique et le tenseur obtenu en variant par rapport aux composantes du champ de gravitation coïncident. Alors, je vais supposer que j'ai bien choisi. Pour le champ scalaire, c'est facile, S est égal à 0. En fait, c'est des termes qui sont liés au spin, mais pour le champ scalaire, il n'y en a pas, donc voilà. Donc on va supposer qu'on est dans le cas du champ scalaire.
Et donc c'est exactement la même quantité que tout à l'heure. Et en fait, on l'a déjà plus ou moins utilisé parce que quand je vous ai parlé de densité d'énergie, je l'ai construite d'abord par les méthodes hamiltoniennes, ce qui revient réellement à faire la transformation de Legendre et à faire cette transformation. Et on a vu que c'était la même chose que c'est la chose qui se couplait à la gravitation. Donc on avait automatiquement l'amélioré de la manière dont j'ai procédé. Bien, enfin, ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des contraintes qui vont apparaître sur T alpha mu liées au fait que je n'ai regardé que les translations, mais le groupe de Carroll contient aussi ce qu'on appelle les boosts de Carroll et les rotations d'espace. Et ces quantités vont forcer des relations sur les composantes du tenseur d'énergie-impulsion. Par exemple, si maintenant je regarde les rotations spatiales, donc dans ce cas-ci, le vecteur xi, sa composante 0 est nulle. Les composantes d'espace sont linéaires en les x avec un tenseur antisymétrique. Donc ça, c'est les rotations infinitésimales. Mais si vous regardez ce qu'implique la loi de conservation, donc on va calculer la quantité correspondante. Ah oui, il faut calculer avec les dérivées de Lie, donc on se met ici. Donc delta phi, c'est quoi? Oui, en fait, c'est ça. Bon, comme c'est un champ scalaire, c'est facile. Delta phi, c'est xi i di phi. C'est donc oméga i j xj di phi. Et donc, si je calcule maintenant la quantité conservée, donc c'est dl sur d de d mu phi. Et puis je vais mettre la variation ici, oméga i j xj di phi. Ça c'est la delta phi ici. Moins L. Donc je calcule la quantité qui est là, fois xi, c'est-à-dire oméga ij xj. Donc ça, c'est la quantité conservée qui est associée aux rotations. Et donc, c'est en fait, si vous voyez, c'est exactement oméga ij xj fois le t mu i. Donc ça, je peux l'écrire comme oméga ij xj t mu. Donc j'ai oublié probablement ici un delta. Enfin non, il est absorbé, donc t mu i. Et puis on sait que c'est conservé. Donc si je calcule d mu de ceci, vous voyez qu'il va y avoir deux termes. Je vais avoir un d mu de t mu i, mais ça on sait qu'il est égal à 0. Donc en fait, la seule chose qui va contribuer, c'est... donc je vais l'écrire. Donc ça, on sait que c'est égal à 0. Mais si je calcule, je vais avoir une contribution où c'est la divergence de t mu i, mais ça c'est la loi de conservation pour les translations qui me dit que c'est égal à 0. Donc en fait, j'ai juste une contribution qui vient d'ici, qui est delta mu j oméga ij t mu i. Oui, donc en fait ici, mu doit être nécessairement spatial. Donc je remplace ça par m. Et donc ce que ça me dit, et delta jm, ça me dit que oméga i m tmi doit être égal à 0. Et donc en fait l'invariance par rotation n'est possible que si tmi est symétrique, puisque ça c'est un tenseur antisymétrique quelconque, quand je mets les indices. Donc on voit que les composantes spatiales du tenseur d'énergie-impulsion doivent être symétriques. C'est ce qu'on avait vu par les définitions de couplage à la gravitation. Et puis je vous laisse vérifier, parce que je vois que le temps avance. Mais non, quand même, c'est important de le faire, comme c'est la partie qui est
différentes de Poincaré. Donc je vais quand même le faire. Pour les boosts, regardons ce qui se passe. Donc l'invariance pour les boosts, qu'est-ce qu'elle implique? Donc je vais le faire explicitement parce que c'est... Donc les boosts, c'est que si 0, comme c'est précisément le calcul qui est différent de Poincaré, ce serait dommage de ne pas le faire. Donc ça c'est BI XI, et XIK est égal à 0. Donc ça c'est Carole, hein? Et donc, la dérivée de l'I de phi par rapport au boost, on prend la dérivée temporelle. Des 0 phi. Et donc, si je calcule la quantité conservée associée au boost, donc que je construis comme ici, hein, donc c'est le coefficient de ici, mais je dois prendre les boosts. Hein. Donc delta phi doit correspondre à ce que j'ai écrit là. Donc c'est dl sur d de d mu phi. Delta phi pour les boosts, c'est-à-dire bi xi d0 phi, moins L. Donc là, je vais multiplier par le xi des boosts, donc bi xi. Delta, oui, si je l'écris comme delta 0 mu. Hein. Et donc, vous voyez que c'est exactement de nouveau le t mu 0 multiplié par BIXI. Bon, à nouveau, j'essaie de prendre du recul, mais c'est un peu dangereux ici. Mais on voit mieux avec du recul. Donc je pense que c'est juste. Et donc maintenant, je sais que c'est conservé. Et donc, on sait que c'est T mu 0 BI XI. Et donc, d'abord, on sait que le tenseur lui-même est conservé. Donc là, le d mu agissant là-dessus ne donne rien. Donc, je vais avoir T mu 0 BI delta I mu. Donc, c'est TI 0 BI. Et donc, ça doit être égal à 0 pour tout BI. Et donc, j'obtiens que TI 0 est égal à 0. Donc, vous voyez que l'invariance pour les boosts caroliennes implique que la composante suivante du tenseur d'énergie-impulsion est nulle, qui est précisément le flux d'énergie. Donc, on peut voir le flux d'énergie nul comme conséquence de l'invariance carolienne. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a entendu un séminaire la semaine passée où le flux d'énergie n'était pas nul. Effectivement, il n'est pas nul quand il y a des sources. Donc, s'il y a des sources, il n'est pas nul. S'il n'y a pas de source, il est nul. Et donc, naturellement, il est nul en l'absence de source, ce qui n'est pas le cas pour Poincaré. Hein. Poincaré, on peut avoir un flux d'énergie qui est non nul. Mais donc, on a cette situation curieuse dans le cas de Carole, où on peut avoir un flux d'énergie qui est nul, mais on a une densité d'impulsion qui n'est pas nulle, et on a un flux d'impulsion qui n'est pas nul. Donc tout ça est compatible avec l'invariance, mais ça est l'analogue. Pour Poincaré, on a une relation de symétrie qui dit que TI0 c'est la même chose que T0i. Ici, on a TI0 égale à 0. Et T0i n'est pas égal à 0. Bon, ça c'était intéressant de le faire parce que c'est une relation qu'on a vue apparaître et en fait c'est intimement lié à la relation, à l'invariance carolienne. Alors, je voudrais quand même maintenant parler des repères mobiles de Cartan pour les géométries caroliennes. Donc si je regarde une géométrie carolienne quelconque, courbe, elle est caractérisée, comme on l'a vu, par une métrique dégénérée, G alpha bêta, et une normalisation du vecteur nul n alpha, donc équivalent, comme j'ai expliqué, à un choix du volume. Alors, cette structure, en chaque point de l'espace tangent,
Donc en chaque point de l'espace vectoriel tangent, j'ai donc un produit scalaire dégénéré qui est défini. Je peux calculer le produit scalaire de deux vecteurs tangents. Et j'ai un vecteur, et ce produit scalaire est dégénéré, il y a une direction nulle, et cette direction nulle est normalisée par un choix. Alors, ça veut dire qu'en chaque point de l'espace tangent, je peux choisir une base de Carroll. Et je peux choisir une base de 4 vecteurs qui auront la propriété que un des vecteurs que je vais appeler H0, et pour distinguer les composantes des vecteurs du numéro du vecteur, je vais avoir 4 vecteurs. Donc je vais avoir le vecteur numéro 0, le vecteur numéro 1, le vecteur numéro 2, le vecteur numéro 3. Chacun des vecteurs a 4 composantes, 0, 1, 2, 3. Donc pour faire la distinction entre ces deux nombres, le numéro du vecteur, je vais l'indiquer entre parenthèses. C'est une notation un peu lourde, mais au moins on ne se trompe pas. Et la composante, dans la base d sur dx alpha, je la note sans parenthèse. Donc ça, c'est le vecteur alpha égale à 0, c'est le vecteur numéro 0. Et là, on va supposer que H0 alpha à lambda, c'est la normale. Et puis, on va prendre il faut 3 autres vecteurs linéairement indépendants. Et on va supposer qu'ils sont tels que le produit scalaire me donne la métrique plate de Carroll, donc que j'avais appelée θ alpha bêta, donc qui était dans une base de Carroll donnée par donc θ alpha bêta, donc je vais l'écrire dans la base de Carroll, c'est la métrique 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Il y a beaucoup de zéros, mais quand même pas partout. Et donc, on suppose que le produit scalaire de deux vecteurs, alors je vais m'assurer que j'ai les bonnes notations. Oui, c'est ça. Donc, je calcule le produit scalaire de vecteurs quelconques. Donc, on va dire alpha, lambda, h, bêta, lambda, mu, pardon, g lambda mu. Donc, on veut qu'il soit que ça donne le θ. Donc, alors, ceci fixe H0 à être orthogonal à tout, puisque θ alpha bêta est donné par ça, et donc on choisit la normalisation de telle manière à ce que on ait ceci. Une autre manière de dire, c'est que le déterminant des H doit être égal à 1 sur oméga. Bon, donc ça veut dire qu'on a 4 vecteurs qui forment une base, ils sont linéairement indépendants, et leur produit scalaire est donné par ça, ce qui implique, puisque cette métrique a cette forme-là, que nécessairement H0 est orthogonal à tout, et donc est proportionnel à la normale, et on le prend égal à la normale. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je vais appeler un repère mobile carolien, ou une tétrade, un tétrapode, ou un Vierbein. Donc ça a plusieurs noms, c'est la même chose. Alors, puisque c'est une base, je ne peux pas considérer la base duale. Donc, la métrique n'est pas inversible, mais l'avantage des H, c'est qu'ils forment une base. Donc, je peux considérer la base duale que je vais écrire comme ça. Donc, c'est 4 informes. L'informe numéro 0, 2, 1, 2, 3. Et comme c'est des informes, ça a des composantes de informes. Et dual, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que en fait, c'est les matrices inverses. C'est-à-dire que si vous prenez le produit comme ça, vous allez avoir delta alpha bêta. Mais comme l'inverse à gauche, c'est aussi l'inverse à droite, vous aurez que si vous faites le produit sur l'autre composante, ici, mu. Dans un cas, vous faites le produit comme ça, mais dans l'autre cas, en fait, j'aurais dû écrire ça dans l'autre sens. Enfin, inverse à gauche égale inverse à droite. Et donc, on a une base, la base duale, la base des informes. Alors, je rappelle, et c'est important, que la notion de dualité s'applique aux bases, pas aux vecteurs. Si vous me donnez un vecteur et vous me posez la question quel est le vecteur dual, en général, la réponse n'existe pas parce que ça va dépendre, parce que c'est une correspondance entre bases. Une base permet de définir une base duale.
Mais un vecteur, pour lui associer un covecteur, il faut avoir une métrique. Si je n'ai pas de métrique, je ne peux pas le faire. Donc, alors, on peut... Oui, donc ça c'est intéressant à savoir, mais je voudrais... Non, deux choses. D'abord, il est clair que si je vous donne la métrique, la structure carolienne, les vecteurs obéissant à ces propriétés sont définis à une transformation de Carroll homogène près. Parce que ça doit laisser cela invariant et ça invariant. Et c'est parce que ça, c'est les structures invariantes de Carroll. Donc, les H alpha lambda sont déterminés à une transformation de Carroll près, ce qui veut dire une transformation de Carroll, je vous rappelle ce que c'est. Donc, n ne bouge pas. Donc la normale reste la normale, et comme H0 c'est la normale, c'est la normale. Par contre, les L, les vecteurs spatiaux, vont d'abord, on peut faire une rotation. Ça, bien sûr, c'est la rotation spatiale, mais aussi, surtout, je peux faire une transformation de Carroll propre, donc un boost de Carroll, c'est-à-dire ajouter une composante selon la normale. Et c'est clair que dans ce produit scalaire, ça tombe. Et la base duale, elle est déterminée à aussi une transformation de Carroll près, mais qui agit par dualité. Donc là, c'est H0 qui va se ramasser le boost. Donc ça va être H0 lambda alpha, moins BL HL alpha et H les autres composantes, donc H, comment je les ai appelés, L alpha, ça voit juste la rotation. Donc les duales, pour les formes duales, donc la partie spatiale ne bouge pas, c'est la partie temporelle qui bouge. Et en fait, ça correspond au fait qu'on l'a vu, si je vous donne, on connaît les directions normales, il n'y a pas de direction transverse privilégiée. Et vous voyez qu'implicitement, le choix d'un repère mobile, en particulier, vous choisissez H0 alpha, ça revient à choisir une direction transverse. C'est l'informe qui définit les hyperplans. Et on sait que par transformation de Carroll, on peut changer ce qu'on appelle transverse, ça revient à faire cela. Alors, on appelle aussi parfois, donc je vous ai dit tétrapode, repère mobile, etc. Le choix de ceci, ça peut être décrit aussi en termes de connexion, ce qui est une manière aussi intéressante géométrique de voir. En fait, on peut voir effectivement qu'on a un fibré donné par les lignes tangente à la normale, et donc ici on fait un choix de transversalité, donc c'est équivalent à se donner une connexion de Riemann. Et donc voilà, ça a plusieurs terminologies, mais d'un point de vue, le point de vue qui va m'intéresser, c'est le fait que c'est déterminé à une transformation de Carroll près, mais donc en chaque point de l'espace tangent, on a une structure, en chaque point de l'espace tangent, oui, on a un espace vectoriel qui est muni de la structure carolienne plate. Et ça va être important quand on va regarder les représentations du groupe de Carroll pour introduire les spineurs. Bon. Voilà, donc en fait, j'ai terminé ma leçon de la semaine passée. Je vais aborder la leçon de cette semaine-ci. Donc je vais être assez court, assez bref. Je voulais vous parler de supersymétrie et de spineurs. Et donc je vais le faire. Mais je vais le faire en 20 minutes, donc je ne vais pas parler énormément. Mais donc c'est peut-être un bon moment pour faire une pause, pour poser des questions si vous en avez. Donc le message, il y a plusieurs messages, mais vous voyez que la structure carolienne courbe, on peut, dans une structure carolienne courbe, répéter beaucoup de choses de géométrie différentielle auxquelles on est habitué en géométrie riemannienne. Pas tout, parce qu'il n'y a pas de métrique inverse,
mais néanmoins pas mal de choses. On a un groupe local en chaque point, on peut parler d'énergie-impulsion parce que c'est lié aux propriétés de symétrie. Le groupe de symétrie étant aussi grand, on a autant de lois de conservation. Et donc voilà. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites. On a appris au séminaire que ça avait plein d'applications. Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est montrer que la supersymétrie aussi, on peut l'étendre. J'ai 20 minutes pour vous expliquer la supersymétrie. Donc je vais essayer d'être assez to the point, comme on dit, droit au but. Donc je vais changer de registre et je vais revenir à l'espace plat de Minkowski et au groupe de points carrés. Donc on s'est rendu compte qu'on pouvait élargir le groupe de points carrés en introduisant des transformations de supersymétrie, et des transformations qui ont la propriété, disons, d'être fermioniques, de faire passer la boson à un fermion. Et donc, comme il y a des symétries supplémentaires, par le théorème de Noether, on a des charges supplémentaires, des générateurs conservés supplémentaires. Et donc, ça se conduit à ce qu'on appelle l'algèbre de superpoints carrés. Donc, je vais d'abord expliquer ce que c'est. Et puis, je ferai supercarole. Alors, superpoint carré, et je vais le faire directement en utilisant la décomposition qu'on a utilisée beaucoup dans l'étude des algèbres cinématiques. C'est-à-dire qu'on a le moment cinétique, JI, où MIJ, c'est pareil, hein, là, il y a un epsilon qui fait passer de l'un à l'autre. Pour les relations de commutation, je vais utiliser MIJ. Puis on a l'énergie, on a l'impulsion et on a les générateurs des transformations de Lorentz propres que j'ai appelées boost. Et donc il y a certaines relations de commutation. Et en particulier, il y a les relations qui me disent que H est un scalaire et P et K sont des vecteurs, c'est les relations de commutation avec les MIJ ou GI. Et donc ce qui va se passer dans superpoint carré, c'est qu'on va avoir des charges fermioniques qui sont des objets de spin 1,5 pour le groupe de points carrés. Je vais les appeler QA. Donc QA, c'est un indice spinoriel. Donc il y en a 4. Et elles étendent l'algèbre en ayant des relations de commutation bien définies avec ces générateurs et en ayant aussi des relations de commutation graduée, puisque c'est des objets fermioniques, ça devient un commutateur gradué. Dans ce cas-là, c'est un anticommutateur. Intéressant. Donc je vais les écrire. Et donc peut-être que je suppose que vous connu la notion de spinner de Dirac, des objets à 4 composantes qui se transforment pour Lorentz comme des spinners. Et on peut définir le spinner conjugué. Donc parfois dans l'équation de Dirac, vous avez vu, il y a psi et puis il y a psi bar, qui est en fait psi hermitien gamma 0, enfin un i sans doute. Et donc, il y a des générateurs supplémentaires, les QA, et leur conjugué Q bar A, et ils obéissent, et des relations de commutation graduées supplémentaires. Donc, il y a les Q entre eux, il y aura Q avec MIJ, il y aura Q avec KI, et c'est les seuls qui sont non nuls. Donc il y a aussi Q avec H, c'est 0, et Q avec P, c'est égal à 0. Donc je vous les écris d'abord. Donc ça se trouve dans les livres sur les extensions supersymétriques de points carrés. Et je regarde la plus simple où il y a juste une supercharge que j'appelle Q, enfin qui est à 4 composantes. Alors, ceci, c'est les relations, donc c'est des commutateurs là. Et ça, c'est un anticommutateur parce que c'est des objets fermioniques. Alors, qu'est-ce qui est important à savoir? D'abord, ici, ça se transforme selon
la représentation spinorielle de Lorentz. Et donc, il y a les générateurs de la représentation spinorielle, donc qui sont appelés, comme on les appelle, sigma ij sans doute, ou gamma ij. Ah oui, la normalisation. Bon, moins 1,5, oui, plus 1,5 dans ce sens-ci. Gamma i, gamma ij le produit gamma ij antisymétrisé, AB, QB. Donc ça me dit simplement c'est des spinners. Et là, j'ai 1,5 gamma 0i, AB, QB. Donc ça me dit juste c'est des spinners. Et ça, c'est les générateurs de la représentation spinorielle du groupe de Lorentz, qui est donné par des produits de matrice gamma antisymétrisés. Mais bon, ici, je vais vous donner l'idée générale, peu importe les détails, mais ce qui est intéressant, c'est ici la relation d'anticommutation des Q entre eux. Donc, je vais d'abord l'écrire sous forme covariante, et puis je vais la déballer. Donc, c'est les matrices gamma qui apparaissent, fois P mu. Et comme on va passer à Carole, je vais décomposer ça en parties temporelles. P0, c'est H, hein, j'utilise tout de suite. Moins 1,5 gamma I AB PI. Bien, donc, pour résumer, on a une extension de Poincaré par des générateurs nouveaux qui ont la propriété d'être des charges de spin 1,5. Enfin, ça, ce n'est pas indépendant, hein, c'est défini, oui, je l'avais défini. Donc ça, c'est le spinner conjugué, commode d'utiliser le spinner conjugué pour cette relation d'anticommutation, qui obéissent à des relations qui ferment cette algèbre graduée. Et l'important, c'est que ça, c'est des relations qui expriment simplement qu'on a affaire à des spinners de Lorentz. L'intéressante, c'est celle-ci. Alors, on a envie de voir s'il y a moyen de construire des extensions, et on appelle cette extension-ci une extension supersymétrique de Poincaré, parce qu'on a l'algèbre de Poincaré au départ, et on a simplement complété en ajoutant les Q de manière cohérente avec les identités de Jacobi. Peut-on construire une extension ou des extensions cohérentes de la même manière pour Carole? Alors la réponse est oui. Et une manière de les trouver, c'est de procéder par contraction de Hinonou-Wigner. Vous vous rappelez qu'un procédé qu'on avait vu très commode pour construire Carole à partir de Poincaré, qui consistait à faire cette contraction, et dans la pratique, ça revient à considérer un nouveau générateur à introduire donc à isoler une sous-algèbre. Les éléments de cette sous-algèbre, on n'y touche pas, et les autres, on fait un rescaling par epsilon. Et on regarde ce que deviennent les algèbres de... Alors, on écrit les relations de commutation en termes des nouveaux objets, et puis on fait tendre epsilon tendant vers 0, mais en gardant ces nouveaux objets fixes. Alors on se dit, on va faire la même chose ici. Est-ce qu'il y a moyen, quelle est la bonne manière de faire le rescaling des Q de manière à avoir quelque chose d'intéressant à la limite? Alors, donc les relations qui vont être modifiées, qu'il faut intervenir, donc je réécris QA ici, epsilon KI, donc qui va être le nouveau, qui est le K', donc je multiplie par epsilon, c'est 1,5 gamma 0i AB QB, si j'ai multiplié par epsilon, fois epsilon. Et alors ici, vous voyez que H, c'est H' sur epsilon.
Donc vous voyez que si on veut passer à la limite sans avoir de problème, il faut redéfinir les Q par des puissances de epsilon, de manière à tuer le epsilon qui est ici, sinon on a un problème. Alors comment faire? Il est clair que si je multiplie Q par epsilon Q, donc si je considère un nouveau Q', qui est epsilon QA, bon, alors j'ai un epsilon epsilon ici, je peux le faire, mais il ne va plus rien rester. Alors ça ne va pas changer parce que j'ai le même, c'est homogène en Q. Et là aussi, ça va pas. Si je multiplie par epsilon, j'ai déjà un epsilon. Oui, donc j'aurai epsilon carré, donc il ne restera plus rien. Donc ça n'est pas la manière intelligente de procéder. C'est juste, mais on obtient des Q qui commutent avec tout. Ce n'est pas très intéressant, enfin, sauf que c'est des spineurs pour le groupe des rotations. C'est plus intéressant de mettre une racine carrée de epsilon. Et donc d'introduire une racine carrée et puis passer à la limite. Donc à nouveau, on a beaucoup de jeux, on peut mettre des puissances de epsilon, donc il faut regarder ce qui rend les choses particulièrement intéressantes. Ça, c'est la redéfinition intéressante. Bon, donc pour toute valeur de epsilon, on a toujours une algèbre, ça c'est garanti, donc à la limite epsilon tendant vers 0, on aura aussi une algèbre. Et qu'est-ce qui se passe à la limite epsilon tendant vers 0? Je mets un racine de epsilon ici fois un racine de epsilon. Ça va juste faire ce qu'il faut pour tuer le epsilon qui est ici. Et donc on va garder la relation de anticommutation QA Q bar B égale à moins 1,5. Donc c'est les Q'. Mais comme j'ai dit, j'ai les primes. Donc je mets un prime ici, mais je laisse tomber tous les primes après. Comme toujours, égale moins 1,5. Donc ça, c'est les générateurs redéfinis. AB, H. Par contre, ce terme-ci disparaît, puisque je multiplie par epsilon. Là, heureusement, il est divisé par epsilon, donc ça se compense. Mais là, il me restera un epsilon, donc à la limite, epsilon tend vers 0, ça disparaît. Donc cette relation de commutation, anticommutation, devient celle-là. Celle-ci, comme c'est homogène, ne change pas. Donc on aura toujours que les Q, pour le sous-groupe des rotations, se comportent comme des spineurs. Par contre, les Q sont invariants pour les boosts. Rappelez-vous, ici j'ai un racine de epsilon, là j'ai un epsilon, donc je vais avoir epsilon à la puissance 3,5. Il y a un racine de epsilon qui va être mangé par celui-ci, mais il me restera un epsilon, donc ça fait 0. Donc vous voyez qu'on peut étendre l'algèbre, et Carroll, ça on sait que cette partie-ci va vers Carroll, donc c'est pour ça que je regarde, ça on l'a déjà analysé, c'est pour ça que je regarde que les Q. Donc voilà ce que me donnent les nouveaux Q. Alors vous voyez que les Q entre eux donnent simplement H, pas de PI, qui se comportent toujours pour le sous-groupe des rotations comme des spineurs, donc des objets de spin 1,5, ils sont dans la représentation de spin 1,5 du groupe des rotations, mais pour les boosts, ils sont invariants. Alors ceci est une relation intéressante parce que elle vous dit toujours, vous savez, une des propriétés importantes de la supersymétrie dans Poincaré, c'est que l'énergie est bornée par le bas. Et en fait, la manière dont on dérive, ça, c'est à partir de cette relation-ci, qui montre que H peut s'écrire comme une somme de carrés. Cette relation-là, elle est toujours valable, on peut écrire H comme une somme de carrés. Il y a un gamma 0 qui se cache ici, donc ça compense, et on peut voir que le fait que l'énergie est définie positive dans le cas d'une théorie supersymétrique de Poincaré, c'est aussi vrai pour super-Carroll, parce que c'est cette relation-ci. Par contre, ce qui est curieux, c'est que les charges de supersymétrie sont invariantes pour les boosts, et on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est cohérent, comment peut-on comprendre ça? En fait, on peut comprendre cela parce que le groupe de Carroll homogène a une structure très particulière qui permet justement, parce qu'on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on ne considère pas des objets qui seraient invariants pour les boosts dans le cas de Poincaré? Dans le cas de Poincaré, ce serait incohérent avec la structure algébrique.
Mais dans le cas de Carroll, ça ne l'est pas. Alors pourquoi ça ne l'est pas dans le cas de Carroll? Ça ne l'est pas dans le cas de Carroll parce que le groupe de Carroll homogène, alors rappelez-vous la structure du groupe de Carroll homogène, donc c'est les J, les J ou MIJ, hein, c'est pareil, et les K. Alors on sait que J avec J, c'est J. Bon, j'écris ça formellement comme ça, hein. C'est J. K avec J, c'est K, parce que les K se transforment comme des vecteurs. Et K avec K, dans le cas de Poincaré, c'est J, mais ici c'est 0 pour Carroll. Donc vous voyez que les K forment en fait une sous-algèbre abélienne. C'est une sous-algèbre abélienne, mais en plus c'est même un idéal. Donc les boosts de Carroll, donc je vais appeler ça le sous-vectoriel engendré par les boosts, que j'appelle B, est un idéal à 3 dimensions. Et si j'appelle l'algèbre de Carroll homogène C, c'est ronde, en fait, puisque c'est un idéal, je peux prendre le quotient, et le quotient, c'est juste les J, c'est-à-dire SO3. Donc vous voyez une propriété intéressante de Carroll qui distingue de Poincaré, ce n'est pas un groupe semi-simple, Carroll, c'est un produit semi-direct. Et donc, on peut voir SO3 comme le quotient de l'algèbre de Carroll par l'idéal B. Mais ça me permet immédiatement de construire des représentations de Carroll, si je connais des représentations de SO3. Comment je fais? Je dis, étant donné une transformation de Carroll, je peux toujours l'écrire, la décomposer, et puisque c'est un produit semi-direct, ça a un sens, comme boost SO3, et je déclare que c'est invariant sous les boosts. Et donc je dis, pour une transformation de Carroll quelconque, l'objet va se transformer juste pour la partie de rotation qui est contenue dans cette transformation. Et ça a un sens invariant de procéder comme ça parce que c'est un idéal ou une subalgèbre invariante. Donc, si je me donne une transformation de Carroll quelconque, c'est-à-dire une rotation et c'est un produit semi-direct, hein, et boost, donc on va mettre rotation et boost, et que j'ai une représentation du groupe des rotations, et que je me pose la question comment l'étendre à une représentation de tout Carroll, je prends juste, donc si la représentation du groupe de T de rotation, je l'appelle T, je veux construire une représentation de Carroll que j'appelle U, je dis je prends juste T de R, de la matrice T de R. Et comme c'est une sous-algèbre invariante, ça a un sens invariant de procéder comme ça. Et donc, à toute représentation de SO3, ou de SU2, puisque c'est au niveau des algèbres que je travaille, je peux associer une représentation de Carroll. Et vous voyez que les spinors qui apparaissent ici, naturellement, et ça vient des relations de commutation de super Poincaré et qu'on contracte, sont invariants par les boosts. Et donc, ils ne voient que les groupes des rotations. Donc, vous faites des boosts, ils ne changent pas. C'est un peu comme les covecteurs transverses. Un covecteur transverse, je l'ai peut-être encore écrit ici. Les H là, c'est ceci. Vous voyez qu'ils sont transverses pourquoi? Parce qu'ils sont orthogonaux à la normale. Si vous calculez n alpha, c'est H0, c'est égal à 0. Et vous voyez qu'ils ne voient que la partie de rotation quand vous faites une transformation. Donc effectivement, c'est une représentation à 3 dimensions de Carroll, mais qui est juste obtenue en prenant la représentation à 3 dimensions de SO3 et en disant sous Carroll, ça ne se transforme pas. Donc en fait, on a des exemples. Maintenant, si vous regardez les choses complètes, c'est une représentation qu'on appelle qui n'est pas décomposable, donc elle n'est pas irréductible. S'il y a ça, mais on ne peut pas la décomposer parce que les H0 se mélangent avec les HL. Vous voyez que pour les spinors, on a une représentation irréductible juste de SO3 et où les boosts sont représentés trivialement. Alors une fois qu'on a compris ça,
on peut définir, donc en fait, on va définir, c'est une classe de champs spinoriels qu'on peut considérer, c'est des champs spinoriels, des objets spinoriels qui ne se transforment que sous les rotations. Et on va pouvoir, dans une variété Carroll courbe, considérer des champs spinoriels en introduisant en chaque point une base de Carroll. On va attacher en chaque point un champ spinoriel qui se transforme, lorsque vous faites un changement de base de Carroll, uniquement sous la partie rotation. Comme on définit les champs spinoriels en relativité générale, en chaque point, on introduit un repère, un Villebein, comme on dit, et donc quand les Villebeins subissent une transformation de Lorentz, les spineurs subissent la transformation de Lorentz correspondante, mais dans la représentation spinorielle. Ici, les champs spinoriels vont subir, quand vous faites une transformation de Carroll, vont se transformer dans la représentation correspondante spinorielle, qui en fait ne voit que la partie de rotation, comme les supercharges. Alors on peut considérer des spineurs plus généraux, mais pour ce que j'aurais voulu faire et que je ne ferai pas puisqu'on arrive à la fin de l'heure, les spineurs considérés ici sont en fait suffisants. De regarder juste la représentation irréductible et complètement réductible. Bon, ceci étant, je vois qu'il est 15h31 et donc je vais arrêter. Donc ceci conclut mon cours. J'espère que vous êtes un peu sur votre faim, puisque je n'ai pas tout raconté ici, mais c'est un peu le but. Donc voilà. Si vous avez des questions, je suis disponible.